Bonsoir les amis, Anas Andrea dans la web TV Étoile de Corps, dans mon émission Anne et ses amis. Il est 17h15 et aujourd'hui c'est le lundi 13 octobre 2015. Bienvenue, j'ai l'honneur et le privilège d'être à côté de Nicolas Bernard. Bonjour Nicolas. Bonjour Anna. Je suis un peu speed parce que j'ai dû courir pour arriver aujourd'hui. Alors, Nicolas, tu es thérapeute, alchimiste, tu me dis, créateur de la thérapie et de l'association, il me semble, les neuf souffles. Ouais. Nous allons parler sur tous ces sujets. Raconte-nous un peu ton parcours, comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'appelle la thérapie des neuf souffles, qui est en fait un aspect, c'est une vision du corps humain. Du corps humain dans son alchimie. Et ce qui m'a amené à ça, mon parcours, eh bien, c'est une vieille question que je me pose. Je crois que ça remonte, je me souviens à l'âge de 14-15 ans, d'être sûr que je voulais faire de la recherche, que je voulais être chercheur. Et je savais que je voulais comprendre qu'est-ce que c'était que la pensée et comment fonctionnait le cerveau humain. Et je crois que cette question de fond en fait ne m'a jamais quitté. Elle m'a tellement en fait guidé qu'elle m'a fait entrer dans des grandes écoles pour devenir chercheur. Elle m'a fait fréquenter de très très près tous les laboratoires qui étudiaient le fonctionnement de la pensée, les phénomènes de conscience, les émotions, le fonctionnement des neurones, etc. Et c'était une question qui était peut-être tellement forte en moi en fait que je suis même pas resté dans ce milieu. Donc tu es à la base chercheur. À la base, je suis chercheur. Dans quel domaine? Donc j'ai choisi la biologie. Mais mon objectif c'était vraiment de rentrer dans le champ ce qu'on appelle des sciences cognitives, c'est-à-dire la compréhension de tout, on pourrait dire de la pensée quoi, le fonctionnement de la pensée. Et donc dans mon parcours, j'étais destiné à être chercheur parce que je suis élève de Normale Sup Ulm, l'école normale supérieure qui est l'école qui en France qui forme le mieux à être chercheur ou professeur de fac quoi. Et j'ai vécu dans ce milieu une grosse déception en fait, qui m'a amené à devoir fuir en fait. À fuir à un âge où j'avais sûrement la fougue de la jeunesse de ne pas pouvoir supporter, de rentrer dans un champ de pensée auquel j'adhérais pas complètement. Tu t'es rendu compte que ce que tu cherchais n'était pas forcément ce qu'on te proposait. C'est ça. Ouais. Tu peux nous raconter un peu? Oui. En fait, je suis quelqu'un d'assez curieux, je pense. Donc, j'étais face à des chercheurs qui étudiaient. J'avais demandé à l'école normale donc, de pouvoir rencontrer différents domaines de recherche. L'étude des sciences cognitives, c'est très vaste. Ça va de la modélisation informatique de réseaux de neurones, à des tests psychologiques, à l'étude du fonctionnement du cerveau lui-même, à la philosophie de l'esprit. Et j'avais abordé tous ces thèmes et je regardais les chercheurs et je ne les comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui les motivait. Ils avaient une façon de voir le monde qui était... ils étaient très intelligents, ils se référaient à de nombreuses études, mais je n'arrivais pas à capter qu'est-ce qui les motivait dans leur travail. Alors que moi c'était très clair, je savais que je voulais comprendre ce que c'était que la pensée et principalement ce que c'était que la conscience. Et j'avais face à moi des gens qui étaient voilà, je comprenais pas. Jusqu'à ce que je commence à comprendre que derrière tous les types de recherches, en tout cas qui étaient posés, il y avait un paradigme de base, en fait, sous-jacent, qui était complètement matérialiste. Mais il est tellement sous-jacent qu'il n'était pas nommé, en fait. C'était pas explicité que on cherchait à comprendre l'être humain comme une machine, ou qu'on essayait de comprendre le fonctionnement de la matière comme étant des procédures qu'on aurait pu reproduire sur un ordinateur. Et que derrière toutes les interrogations qu'ils avaient, c'était jamais le quoi, c'est-à-dire la question qui se posait n'était pas d'ordre philosophique ou spirituel, c'était du comment. C'était toujours comment. Comment on fait pour parler, comment on fait pour penser, comment on fait pour mémoriser, comment on fait pour patati patata. Et tout se résoudre à des échanges chimiques, hein, finalement. Oui, c'est ça, oui. Plus ou moins, selon eux. Ou à des algorithmes.
Vraiment avec une idée de fond en fait que les Japonais eux assumaient clairement à l'époque, mais en Europe c'était pas dit, de voir si on pouvait pas faire un ordinateur qui ferait la même chose que l'être humain. Ah, Et ce qui n'était pas du tout dans mes cadres de centre d'intérêt. Ouais. Donc ça a été un moment important de ma vie, puisque c'est là aussi où j'ai eu des ouvertures de conscience, des états de conscience modifiés en fait, qui m'ont fait vivre des états où j'ai pu vivre de façon concrète que ma conscience n'était pas limitée à mon corps, n'était pas que je pouvais avoir des expériences de fusion avec le cosmos, avec l'environnement qui était autour de moi, que je pouvais que je n'étais pas clairement pas que de la matière. Et des expériences que j'ai vécues tellement fortement, qui ont tellement bouleversé ma perception des choses, que ça a encore augmenté le décalage que j'avais par rapport au monde scientifique. Et ces expériences, tu les as cherchées ou elles sont arrivées? Non, je les ai cherchées. Par la méditation, par le... Ensuite, oui, mais d'abord non, par la drogue. Ah. Avec une... mais vraiment à titre expérimental. Okay. J'avais lu tout ce qui se faisait les livres d'Aldous Huxley, ou des expériences qui avaient été faites sur les états modifiés de conscience. Et comme le thème de la conscience était vraiment celui qui me motivait, je me suis arrangé pour pouvoir faire ce genre d'expérience. Et en fait, j'en ai fait une principalement, qui a été tellement importante en fait, que j'ai eu la certitude que ces substances n'étaient pas des états modifiés de conscience, mais plutôt un aperçu d'un état normal de conscience. Et que, en effet, que nous sommes dans nos états de vie habituels, dans des états modifiés de conscience. Ah, ok, je comprends. En fait, mais je suis d'accord avec toi. Oui, d'accord. C'est pour ça que je me permets de le dire. Ici. Oui, c'est ça. Nous sommes en ce moment dans un état modifié de conscience. C'est pas la conscience normale. C'est ça. Oui. Dans la conscience nous sommes sortis, bon, normal entre guillemets, nous sommes sortis de la conscience. Disons qu'on vit dans ce qu'on appelle conscience dans le langage courant, et en fait de l'inconscience. C'est l'inconscience. De l'inconscience, on n'est pas dans la conscience. Non. Et la conscience complètement... Quand on vit des états d'ouverture de conscience, c'est très étonnant parce que dans notre langage européen, on dit état modifié de conscience. Alors qu'en fait, l'état de conscience dans lequel nous sommes au quotidien est en fait un état très très réduit. On peut vivre avec très très peu de conscience. À ces propos-là, excuse-moi, je sais pas, c'est quelque chose c'est une interrogation et je suis contente de savoir que que tu t'intéresses à ça aussi. Je le dis dans mes stages, il y a plusieurs théories de la quantité de conscience que nous avons. Il y a des théories qui disent que c'est plus ou moins 3%. Il y a d'autres plus optimistes qui parlent de 10%. Moi, je pense que c'est plutôt 3 que 10. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que la conscience, c'est pas une quantité d'abord. C'est-à-dire que quand on parle de pourcentage, on dit souvent, est-ce qu'on se sert de quel pourcentage on se sert du cerveau, hein, c'est ça, 10%, 3%. En effet, je crois que beaucoup de choses sont actives en nous, qui en effet sont refoulées dans l'inconscient. Et la partie dont nous sommes conscients, c'est une donnée qui est fluctuante. Ouais. Et alors, ta question est en fait est très complexe en réalité, parce que est-ce qu'on a accès est-ce qu'on peut avoir accès à 100% d'un état de conscience maintenant, ou est-ce que c'est le produit d'une maturation? Par exemple, autant on peut vivre des états de conscience ponctuels d'ouverture, autant dans notre quotidien, on peut augmenter le champ de notre conscience. C'est-à-dire qu'on peut augmenter, par exemple, et ça va être le sujet important pour moi autour de l'alchimie, c'est on peut augmenter la conscience de notre corps. On peut amplifier et approfondir les sensations qu'on a internes. On peut augmenter nos degrés de vigilance, on peut augmenter nos degrés d'ouverture, de perception. Mais consciemment. Et c'est vrai que des substances comme le LSD ou des plantes naturelles vont ponctuellement ouvrir ce champ de conscience. Et là, on peut s'apercevoir que de presque pas de conscience, en un instant, on peut passer à énormément de conscience. Alors le quantifier, c'est sûr qu'au fur et à mesure de notre journée, même, ça fait comme ça en fait. On sait très bien que quand on roule en voiture, 90% du temps, on est complètement inconscient en fait. Ou devant un ordinateur, devant un téléphone portable, encore pire. Oui, mais un prof d'université devant son amphithéâtre, il peut dire tout ce qu'il a à dire en étant complètement inconscient.
Par automatisme. Par automatisme. Ouais. Et je pense qu'on peut faire énormément de choses par automatisme. Et y compris écrire des bouquins de philosophie ou de spiritualité. Je veux dire, c'est tout à fait... parce que le champ de ce qu'on appelle l'inconscient, c'est-à-dire nos fonctionnements automatiques, sont d'une complexité phénoménale. Ils sont énormes aussi. Énorme. On sait même que chaque cellule, elle fait des opérations, des milliards d'opérations à chaque seconde que nos ordinateurs ne savent pas reproduire. Donc oui, inconsciemment, on peut produire de belles théories philosophiques sans problème, quoi. Je pense que c'est le cas. C'est la plupart, oui. Oui. L'état de conscience, c'est autre chose. J'ai vu qu'il y a une question qui est sortie. Oui, il y a Claude Carton demandait la conscience, est-ce que c'est une réalité, un concept? Bon, Eh bien justement, c'est un point intéressant quand j'étais dans... Ce qui m'a fait basculer à un moment de me dire, mais qu'est-ce que je fais là dans le domaine de la recherche? Je me souviens très bien, j'étais dans un ascenseur avec des chercheurs, et ils disaient, on parlait de moi, ils disaient, ah oui, vraiment, ils s'intéressent à la conscience. Il y en a un qui me regarde, il fait, ah oui, la conscience, oui, bah, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Donc un épiphénomène, c'est quelque chose qui peut-être existe, mais qui peut-être n'existe pas, et qui de toute façon, qu'il soit là ou pas, ça change rien. D'accord. C'est une vision assez radicale, et qui en fait est assez partagée, c'est que finalement c'est un thème qu'on peut tellement pas saisir, la conscience, que bah pour les scientifiques, il vaut mieux le considérer comme si c'était rien en fait. Parce que autant on peut étudier le fonctionnement du langage, en termes de procédure, on peut voir qu'il y a des altérations dans le cerveau qui nuisent à certaines étapes précises de l'acquisition de la grammaire par exemple, ou de la vision, on sait que c'est très complexe. Par contre la conscience, ça semble pas être relié à des zones précises du cerveau ou à des procédures précises. Ça semble être justement, c'est pour ça que la question est intéressante, ça semble être justement la conscience, cette chose qui est très très proche du contenu de nos expériences psychiques, mais qui n'est pas ce contenu-là. C'est ce qui permet qu'on puisse être là sans être ce que nous sommes. Sans être identifié à ce que nous sommes. Et qui est une différence qui est très très subtile. C'est-à-dire qu'en effet, c'est presque un épiphénomène. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, ça peut ne faire aucune différence. Et en termes de productivité, je pense qu'en effet, ça ne fait pas beaucoup de différence. Qu'on soit conscient ou inconscient. Par contre, en termes d'humanité, en termes d'évolution, et ce mot évolution peut être un terme très abstrait pour les matérialistes, qui ne voient même pas de quoi on veut parler, puisqu'il n'y a que la matière. En termes d'évolution, pourtant, je pense que c'est le point fondamental. C'est ce qu'on cherche à développer par la pratique régulière de la méditation, c'est ce qu'on cherche à pratiquer par toutes les pratiques de conscience de soi. Ce que certains nomment rappel de soi. Le rappel de soi, c'est un état dans lequel je peux dire que je peux ressentir les émotions que je ressens, je peux percevoir les pensées que j'ai, et pourtant je suis à la fois très très proche d'elle et en même temps je ne suis pas elle. Et parler de quantité là-dessus est très difficile en fait. Parce qu'en effet, ces moments-là de rappel, ils peuvent être... En un instant, on peut être dans un rappel qui fait que on peut se sentir dans une communion complète avec le cosmos sans être le cosmos. Et puis l'instant d'après, être... je suis en retard ou je sais pas quoi. En fait, on bascule sans arrêt. Par contre, ces moments où on est dans la conscience, c'est-à-dire où on est à la fois l'objet... Mais on est sujet de notre objet, enfin on est observateur de cet être que nous sommes, sont des moments extrêmement concrets. Donc est-ce que c'est un objet concret? Je pense que oui. Je pense que la conscience est en effet une part de nous, que j'associe moi à ce que certains nomment l'âme, qui est en fait une matière qui se cultive. Et je pense qu'elle est tellement concrète qu'en effet, et c'est là où il s'agit d'alchimie, c'est qu'elle se mature petit à petit. Je t'ai coupé tout à l'heure, tu étais en train de finir ton parcours, tu as tout dit ou il y a encore quelque chose qui derrière ça, si je dis tout, c'est un peu long, mais disons que c'était quelques phrases, c'était un point de rupture important. Voilà. Okay. Après, j'ai rencontré le bouddhisme, le chamanisme, j'ai appris à soigner les gens en apprenant l'ostéopathie énergétique, donc apprendre à écouter. C'est-à-dire ostéopathie énergétique? C'est une forme d'ostéopathie où on équilibre le corps, mais on ne manipule pas proprement parler. Parce que l'ostéopathie, il y a une manipulation des os. Il y a une manipulation des os. Des os. Voilà, donc l'ostéopathie énergétique fait la même chose, mais en écoutant les micro-mouvements internes au corps,
et en leur donnant des indications jugées adéquates. Donc c'est une écoute encore assez mécaniste selon moi du corps, mais subtile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manipulation mécaniste, quoi. Voilà. Donc ça a été mon parcours, beaucoup dansé avec mon épouse qui porte un enseignement de la danse instinctive, et je pense que ça et le chamanisme et cette écoute du corps en fait m'ont vraiment amené à descendre de mon champ d'expérience de chercheur. De chercheur un peu aussi, hein, oui. Mais c'est spirituel. Oui, mais ouais. Dans ma recherche scientifique, je sais qu'à un moment donné, j'étais très très loin de mon corps. Ah. Et je vois que mon parcours, en effet, était un parcours qui m'a amené à ramener dans ce corps, dans la conscience de ce corps, et dans la découverte en fait que ce corps, non, très clairement, n'est pas comme les scientifiques pourraient le penser, un ensemble de procédures matérielles qui s'enchaînent, mais un espace de vie et d'émerveillement qui est fantastique. À condition de savoir plonger dedans et d'y aller. Tu viens de parler de la danse. Danse quoi? Danse instinctive. Danse instinctive. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est? Parce que parfois les gens se demandent. Oui. Disons que la danse, l'idée de la danse instinctive, c'est... Bon, c'est un mot large, hein, beaucoup de gens peuvent se référer à ça. Après, il y a beaucoup de courants. Mais l'idée de base qui est partagée, c'est que nous sommes faits pour danser. C'est-à-dire que c'est notre qualité naturelle d'être humain. C'est-à-dire je ne sais plus si ça vient d'Isadora Duncan, qui est une grande danseuse qui a introduit ça en Europe. C'est un corps en bonne santé est un corps qui danse. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en lui-même, qui est dans la conscience de lui-même, il ne marche pas, il ne court pas, il danse. Et il n'a pas besoin de faire des immenses mouvements forcément gracieux ou qui se veulent être gracieux. Le corps est fait pour danser. Et donc juste la danse instinctive, c'est des moyens et des ouvertures pour permettre ça, pour permettre de retrouver cette nature-là qui est en nous, qui en fait est instinctive, quoi. La latina que je suis adore cette histoire de danse instinctive. Hein? Non, c'est vraiment ma culture, la danse. J'adore danser. Alors, tu dis, je t'ai présenté en tant que thérapeute, alchimiste. C'est vrai que c'est un mot qui fait rêver, qui fait... Les gens parlent tout de suite. Ça fait longtemps que... Je pensais pendant un certain moment que l'alchimie était perdue quelque part. Et c'est vrai que je commence à retrouver des gens qui sont en train de récupérer, si on dit, tous ces secrets, toutes ces connaissances alchimiques. Est-ce que tu peux nous parler sur ce sujet? Oui. L'alchimie, c'est la culture en fait spirituelle réelle de l'Occident. C'est-à-dire que c'est derrière le christianisme qui a pris le devant de la scène, il y a une culture qui est très très riche et qui est en fait sous-jacente à toute notre culture qu'on peut retrouver dans toutes les comptines, bon, évidemment dans toutes les églises, hein, dans les fresques, etc. Mais qui en fait est une culture qui est l'art de la transformation. Donc c'est une culture profondément spirituelle qui est en substance pas tellement différente de ce qu'on va trouver chez les peuples amérindiens ou tous les peuples archaïques ou toutes les traditions qui soutiennent le développement de l'être humain. Mais qui a une coloration et des codes qui lui sont spécifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'occidental, en effet, est en recherche d'une spiritualité ancrée dans la matière. Et l'endroit le plus facile pour le trouver aujourd'hui, c'est, comme moi, à travers le chamanisme, en particulier, certains aussi à travers l'hindouisme, ou des cultures extérieures, où j'ai pu rencontrer aussi dans le bouddhisme, où on a une spiritualité vécue dans le corps. Et c'est très peu proposé dans la culture chrétienne, en tout cas celle la plus répandue. Même s'il y a eu des voies même tantriques dans la chrétienté. Mais à toutes ces époques-là, il y a toujours eu une voie en fait qui a toujours existé, qui est complètement inscrite dans la matière, qui est l'alchimie. L'alchimie, c'est né d'une idée, enfin pas d'une idée, mais d'une conviction de fond, qu'en fait la perfection, que tout dans la matière est amené à évoluer. Que tout est en évolution et que tout va vers un degré de perfection plus élevé. En termes plus ésotériques, ça revient à dire que dans le plan de la matière, il y a des graines de divinité. Et que le travail de l'alchimiste consiste à savoir accompagner la maturation de ces graines. Dans nos iconographies, on a l'idée de l'alchimiste qui fabrique de l'or.
C'était ma première question. Est-ce que le plomb alors, c'est l'image que nous avons? C'est une image, en effet, ouais. C'est une image ou c'est une réalité dans l'alchimie? Personnellement, j'ai jamais fait cette procédure. Je suis... Il faut surtout pas le dire parce que peut-être le fisc nous regarde aussi. Non, je n'ai pas réussi à produire de l'or. Ni à créer des billets de papier blanc non plus. Mais voilà. Mais c'est une idée en tout cas qui est... Et d'ailleurs, il semblerait que d'un point de vue scientifique, cette idée ne soit pas complètement idiote. Hein. Ah oui? C'est-à-dire qu'on sait que les métaux maturent, que les éléments, même les atomes, naturellement évoluent. Et qu'en effet, l'or dans l'ordre métallique représente un degré d'évolution supérieur. Donc ça prend des années aussi, voire des siècles. Pas... Oui, ou même beaucoup plus encore. Ouais. À l'échelle humaine, c'est inaccessible. Ouais. Sauf que l'alchimie a pour fonction, en tout cas, de connaître quels sont les processus sous-jacents à toute évolution et de pouvoir mettre en place des conditions qui vont faire que ça va aller un peu plus vite. Mais plus vite d'une façon qui est en réalité très, très délicate. C'est-à-dire que l'art de l'alchimie, c'est très proche de celui de l'accoucheur. C'est vraiment un art de sage-femme. Même si on représente souvent l'alchimiste comme un vieux bonhomme grisonnant, courbé sur sa... Oui. Cette vision-là, en effet, est un peu poussiéreuse, avec tous ces tubes et ces machins. Alors qu'il y a vraiment dans toute l'alchimie une recherche d'aller cueillir la graine d'innocence qui est là en chaque chose, et en réalité d'abord là, en soi, et de créer les conditions adéquates pour que ce trésor intérieur, c'est-à-dire cet or, se développe. Voilà. C'est très lié en fait à la sexualité. Je ne connais pas grand-chose de l'alchimie, mais si je commence à travailler l'alchimie des émotions, je l'appelle comme ça, en fait, c'est-à-dire que des émotions qui jusqu'à maintenant sont réputées comme des émotions dites négatives, la peur, la colère, la tristesse, on peut, c'est des émotions qui ont énormément de puissance. Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire avec une colère, par exemple. Et à partir des émotions, aller vers la création, pas forcément les changer en émotions positives, sinon créer une troisième énergie de transmutation, que ça peut être une émotion d'énergie, de création, de quelque chose, d'accoucher justement quelque chose. Donc, pourquoi je t'ai demandé ça? J'ai oublié ma question. Tu faisais un lien avec l'énergie sexuelle? Ah voilà, et la colle, en tout cas dans mon processus, je l'utilise, c'est l'énergie sexuelle, que c'est l'énergie de base, l'énergie de création. Est-ce que dans l'alchimie, je l'associe beaucoup à ça? Est-ce que on utilise l'énergie sexuelle aussi? Pas dans ce que je connais en tout cas, pas directement, mais elle en fait complètement partie. Et en effet, l'énergie sexuelle, c'est une énergie, c'est une de nos trois énergies créatrices. C'est ce que l'être humain offre au monde extérieur. Et donc il y a d'une part, pour l'être humain, il y a trois niveaux, il y a trois étages qui correspondent vraiment à l'image de l'homme dans le cosmos, qui sont l'énergie sexuelle, qui est notre participation au plan du monde instinctif, c'est notre participation à l'instinctif. Il y a l'émotion, qui est une offrande aussi, qui est donnée au monde, qui est une autre participation à la dynamique du monde. Et le troisième, c'est le verbe. Et les trois sont des énergies créatives qui sont le résultat de notre alchimie, c'est-à-dire la part de notre alchimie qui est pour le monde. Qui fait que nous, chacun de nous, à notre échelle, imprimons dans l'univers une marque différente qui n'était pas là avant. Une autre marque de nouveauté. Donc l'énergie sexuelle est complètement intégrée. Et en effet, c'est en ça qu'elle s'est toujours distinguée du christianisme qui a tenté de couper les individus de leur plan instinctif. Donc, entre autres, de culpabiliser l'énergie sexuelle. Donc de couper la créativité. Mais derrière, en effet, tu as parlé de colère, c'est-à-dire de couper les gens de leur colère, qui en fait est une énergie au départ défensive, qui est complètement utile à la vie. C'est-à-dire que quelle maman ours ou tigre pourrait élever ses petits si elle n'avait pas de la colère en elle, quoi. Au bon moment. Ouais. Voilà. Et ton alchimie à toi, alors, tu étais en train de nous expliquer? C'est une étude que j'ai faite sur le corps.
parti d'une question en fait assez simple qui s'est imposée à moi dans ma pratique de thérapeute manuel, c'est de me dire à quoi ça sert d'avoir un corps. Visiblement, on peut avoir des expériences, donc j'en ai eu, des gens vont très loin dans cette direction, ou avec des états de mort approchés, on peut avoir des expériences beaucoup plus intenses hors du corps que dans le corps. Et on peut avoir des expériences de connaissance apparemment beaucoup plus vastes, de conscience beaucoup plus élargie, qui amènent à se poser la question de à quoi ça sert d'avoir un corps. Et cette question toute simple, qui était est vite devenue au cœur de ma pratique de soins manuels. C'est-à-dire de me dire, non, si je soigne les gens, c'est pas juste pour rééquilibrer leurs problèmes, leurs douleurs. S'ils viennent me voir, c'est parce qu'ils sont en évolution. Et leurs symptômes sont sûrement le signe que quelque chose dans leur évolution est stoppé, ou que leur façon d'évoluer, qui a été bonne jusqu'à présent, a besoin de passer à un cap supérieur. Et le symptôme n'est pas un obstacle, il est un signal. Et donc de ne plus vouloir rééquilibrer les symptômes comme je le faisais par l'ostéopathie énergétique avant, et de vouloir au contraire accueillir ce que le symptôme dit pour accompagner l'évolution de la personne, m'a amené à regarder le corps comme un lieu finalement d'alchimie. De me dire, si le corps est là, il est bien pour nous permettre d'évoluer. Et donc je me suis interrogé plus sur comment il fait, c'est-à-dire quelles sont les procédures qu'il emploie, comment il est constitué pour réaliser cette alchimie. Donc mon approche est très très corporelle, c'est-à-dire de comprendre le corps comme ce qu'on appelle en alchimie un athanor. L'athanor, c'est le fourneau dans lequel on fabrique voilà, on va essayer de créer la pierre philosophale, c'est-à-dire l'objet qui va concrétiser l'essence divine matérialisée. Et de se dire, en fait, le corps est cet espace, le corps est ce lieu d'alchimie, et s'il est ça, ça veut dire qu'il est constitué pour ça. Donc je parlais de ces trois plans, c'est la base, c'est une vision trinitaire de l'être humain, qui est ancrée en réalité dans de nombreuses traditions. On parle dans le chamanisme de monde d'en haut, monde d'en bas et monde du milieu. Dans la chrétienté, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut parler aussi du Père, de la Mère et de l'Enfant, qui sont en fait trois forces dynamiques qui sont... Aucune n'est au-dessus de l'autre, aucune n'est supérieure à l'autre, et l'interaction des trois est nécessaire à produire en fait toute forme d'évolution de mouvement. Donc le chiffre 3 est lié aux lois de mouvement. Et en m'appuyant sur des lois fondamentales, donc des lois de processus décrites dans l'alchimie, je me suis rendu compte que le corps, par son anatomie, renvoyait très précisément non seulement à ces trois zones du corps, c'est-à-dire qu'il y a en effet la zone du bassin qui est en lien avec la terre, la zone de la poitrine qui est en lien avec l'air qui nous environne, et la tête qui est en lien avec le ciel. Mais que si on allait plus loin dans ces lois d'alchimie, il y avait des sous-zones, et avec des interactions internes qui sont très précises, et qui ne sont pas tirées par les cheveux. C'est-à-dire que l'anatomie montre précisément ces trois zones, ces 27 sous-zones, enfin ces 9 sous-zones et 27 sous-zones, qui chacune sont en fait des opérateurs de notre alchimie. Et dit comme ça, c'est un petit peu froid, mais en réalité, il s'agit d'intelligence en nous qui œuvrent pour notre croissance, donc qui sont des spécialistes d'aller puiser les substances dont on a besoin à l'extérieur, de les intégrer, de les transmuter et de faire que notre être lui-même grandit. Donc ça a évolué vers une vision, donc ce que j'appelle la thérapie des 9 souffles, c'est une vision appuyée sur cette symbolique du corps, dans lequel en fait on va rentrer dans un dialogue direct avec ces zones du corps comme étant en fait des personnages. Je vais te poser tout à l'heure la question par rapport à la thérapie de nos souffles, mais je t'avoue que ce sujet de l'alchimie me passionne. Et je voudrais savoir, c'est quoi tes sources? La source principale est issue d'une description qui vient de Gurdjieff, qui était quelqu'un qui se revendiquait de la tradition chrétienne, tout en étant lié à ce qu'aujourd'hui on appellerait les Esséniens, mais on ne sait pas trop exactement quelles sont ses origines. Toujours est-il qu'il fait référence à des processus universaux de loi d'alchimie qu'il a appelé énéagramme des processus, qui est très connu aujourd'hui comme énéagramme des personnalités. C'est-à-dire que c'est utilisé, ça a été dévié à travers le temps comme une description des modes de protection que l'on a, de décrire qu'il y a 9 familles principales de modes de protection. Mais en revenant à la source, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus fondamental et d'universel. C'est une association de lois fondamentales, qui sont la loi de 3 du mouvement et la loi de 7, qui est la loi d'harmonique,
qui permettent d'expliquer comment tout système fait pour évoluer, c'est-à-dire pour passer d'un état initial à un état final soit supérieur. Supérieur, ça veut dire vibratoirement supérieur, ou dans sa structure, ou qui va être en tout cas passer sur un il y a une notion de stade d'évolution. Et ce système de l'énagramme des processus, en effet, est extrêmement performant pour décrire n'importe quel système, que ce soit le mouvement des planètes, que ce soit la croissance d'une plante, que ce soit la fabrication même d'un objet que l'on voudrait faire, ou d'un projet que l'on a, c'est quelque chose qui peut être utilisé en coaching, mais qui s'est avéré être extrêmement intéressant appliqué au corps humain. C'est-à-dire, c'est des étapes, c'est 9 étapes fondamentales, qui chacune représente des choses à faire quelque part pour fabriquer de l'or, pour passer du plomb à l'or. Mais notre or intérieur. Oui. Mais ça va s'appliquer finalement à tout objet extérieur aussi. C'est vraiment un système très universel. Évidemment, appliqué au corps, c'est comment est-ce que le corps est actif avec intelligence, pas comme un espace passif, mais comme un espace d'intelligence, de vie, qui va produire des choix adéquats. Comment ces zones vont collaborer entre elles pour faire en sorte que notre or intérieur, en effet, mature. Et soit réellement produit par le corps. C'est-à-dire que dans cette vision, le corps est vraiment central. Il est pas seulement central parce notre vie en dépend, et c'est lui qui nous emmène. Il n'est pas seulement soumis à nos pensées, comme on peut souvent l'entendre ou le supposer, de se dire oh, c'est parce que j'ai des pensées négatives que j'ai telle maladie ou des choses comme ceci, mais de regarder que c'est le corps qui est la source de tout ça. C'est-à-dire de considérer que en fait c'est le corps qui pense. Et la pensée, l'intelligence du corps, oui. Mais qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on considère habituellement. Oui. En fait, le corps qui pense, c'est le résultat de l'activité alchimique d'une communauté d'archétypes en nous qui œuvrent en permanence et qui savent comment faire pour interagir avec le monde, avec les 3 mondes que j'ai nommés, de façon à ce que en nous ça grandisse. Mais je suis convaincue que nous sommes venus avec l'instrument de notre propre libération dans tous les plans. Et ça me dérange toute cette théorie où le corps, ou toute cette pratique où le corps est mis de côté, comme si c'était quelque chose d'un peu... Alors que je le vois par exemple dans les thérapies de guérison des blessures, on doit passer par le corps pour pouvoir se libérer. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Qu'en fait, on distingue le corps et l'esprit de façon un peu trop rapide dans notre culture. Il y a des cultures où il n'y a pas cette séparation corps-esprit. Il n'y a même pas de mots séparés. Et quand j'entre en interaction avec le corps, avec quelqu'un, quand j'amène quelqu'un à entrer en interaction avec son corps, on s'aperçoit très vite, et chacun peut expérimenter facilement, qu'en fait c'est un espace d'intelligence avec lequel on peut dialoguer. Et qu'en fait, mes pensées, c'est mon corps qui pense. Mes limitations, c'est mon corps qui est limité. Donc quelque part dire ça passe par le corps, en réalité c'est comme si c'était finalement toujours vrai, mais qu'on avait oublié que c'était ça. C'est presque redondante, parce que ça réalité, passe tout le temps sur le corps qui pense, c'est-à-dire qu'en fait quand je dis j'ai une fausse croyance qui limite mon corps, par exemple c'est complètement aberrant, c'est pas vrai. Mon corps a un système de fonctionnement qu'on peut appeler système de croyance, mais mon corps pense qu'il faut mieux fonctionner de cette façon-là pour interagir avec le monde normalement, et forcément, vu qu'il a un mode de fonctionnement limité, il va être limité dans son expansion. Mais c'est pas une pensée qui serait, ou une croyance qui serait quelque part ailleurs, on ne sait pas où, qui limiterait le corps. Oui, d'ailleurs, ça m'arrive... Quand je demande à mes clients de ressentir une émotion, ressentir une croyance, ressentir une blessure, ça se sent toujours dans le corps. C'est pas je pense que j'étais blessée à tel âge. Ça me serre la poitrine. Donc cette intelligence du corps, elle est... En tout cas, moi, je le constate dans mes pratiques. Alors, dans quoi le corps est-il alchimique? Tu es en train plus ou moins de l'expliquer tout à l'heure. Une des notions très importantes de l'alchimie, et c'est pour ça que la notion de fourneau est intéressante. Datanor. Datanor. J'adore ce mot, ça a une sonorité.
Pour fabriquer de l'or, on entre des ingrédients dedans. Et dans le corps, on entre des ingrédients. C'est-à-dire que... Pas toujours... C'est ce qu'on peut, pas toujours les meilleurs, mais bon. Ou peut-être toujours les meilleurs, en fait. Peut-être que oui, le corps fait avis? des choix qui sont les meilleurs dans l'instant présent. Et on peut que accompagner l'évolution de ces choix. Enfin, c'est très basique, hein. Je pense que si quelqu'un, par exemple, fume et qu'il veut arrêter de fumer, il va commencer par se faire violence. Parce que s'il fume, c'est que son corps en a besoin, et que s'il le fait, c'est que ça lui apporte quelque chose. Oui, les bénéfices secondaires. Il y a un bénéfice, oui, il y a un bénéfice, quoi. Et ce bénéfice-là, tant qu'il n'est pas considéré comme étant central, on ne peut pas passer à autre chose. C'est-à-dire que du coup, le corps fait de son mieux. Le corps fait des choix, en fait, pour prendre ce dont il a besoin pour grandir, enfin d'abord pour survivre, et puis ensuite pour grandir, comme il peut. Donc le corps est alchimique là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui fait des choix, et contre lesquels même si on ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais on ne peut rien. On ne peut pas aller contre les besoins fondamentaux du corps, qui ne sont pas des besoins passifs, qui sont des besoins alchimiques. C'est-à-dire, pour que l'or se fabrique en nous, le corps sait très bien de quoi il y a besoin. Mais après, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut parce que ce fonctionnement alchimique aurait besoin aussi de certaines choses au début de la vie qui généralement ne sont pas là. Il y a des contextes, par exemple une affection déterminée, une présence qui lui dise oui, une reconnaissance en tant qu'individu et pas en tant que membre juste du groupe, la place pour son émotion, évidemment de la nourriture, de l'espace, de la connaissance, toutes sortes de choses en fait qui sont légitimes, c'est-à-dire qui sont légitimes et vitales. Et c'est là où le corps en fait montre sa grande subtilité. C'est vraiment au travers des symptômes et des maladies et des personnalités qui se développent. Les symptômes, les maladies montrent des limites de modes de fonctionnement qui sont fabuleux en fait. C'est-à-dire que le corps est fabuleux. Quand j'ai quelqu'un en consultation, quelque part mon travail ne va consister qu'à montrer à quel point c'est fabuleux. La personne vient avec un problème dont elle veut se débarrasser et en réalité, si on va voir derrière tout ce que ça raconte, on peut que faire waouh, c'est juste fabuleux tout ce que cette personne, ce corps personne a fait pour arriver à fabriquer son or en fait. Raconte-nous un cas que tu as eu justement qui t'a émerveillé. Waouh, tous. Un qui te vient comme ça. J'aime bien les histoires, tout ça. Et les auditeurs aussi. Je l'ai pris par surprise. Oui, c'est tellement... C'est plus facile, c'est bête, mais c'est vrai que c'est plus facile de se souvenir des cas qui ont éveillé notre attention. Voilà, raconte-nous un cas qui t'a éveillé ton attention. Oui, alors le cas qui vraiment a fait basculer ma pratique, c'était un des cas qui a fait basculer ma pratique, c'était une personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et qui... Chose très commune derrière moi. Oui. Et c'est une personne, en effet, elle avait que 2 ou 3 règles par an, maximum. Et sa vie allait à peu près bien jusqu'à ce qu'elle décide d'avoir un enfant. Bon, en réalité, un deuxième, le premier sous traitement chimique, et le deuxième sous traitement homéopathique. Avec un traitement pour l'aider. Et dès qu'elle a commencé ce traitement, elle avait des vertiges incroyables. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus conduire, plus rien faire. Homéopathique, oui. Et en allant regarder de quoi il s'agissait, en fait, c'est une femme qui avait été conçue par sa mère comme étant la 8e enfant, je sais plus, beaucoup plus jeune que les autres, parce que sa mère l'avait fait dans le projet qu'elle s'occupe d'elle à la retraite. C'est pas un sujet. C'était pratique. Elle a élevé toute sa vie, toute son enfance, elle lui disait toi, t'es une bonne petite, tu t'occuperas bien de moi quand tu seras grande. Ok. C'est son infirmier, elle a eu son... Et avec beaucoup d'amour. Oui. Et l'amour réciproque, tant et si bien que la femme adulte s'occupait en effet de sa mère. Voilà. Et ce qui était extraordinaire, c'est que tout ce qui s'est mis en place pour qu'elle puisse continuer à vivre, c'est-à-dire qu'en fait elle a développé une personnalité qui est restée joyeuse, qui est restée ouverte. C'était quelqu'un qui, si elle n'avait pas fait ça, peut-être juste n'aurait pas pu grandir. Il y avait un contrat de base qui était extrêmement fort. Et là, il ne s'agissait pas à ce niveau-là de violence infligée sur l'enfant, il s'agissait juste d'une place qui était donnée, auquel elle avait un choix. Elle avait un choix, c'était accepter qu'elle n'était pas faite pour faire des enfants, mais pour s'occuper de sa mère. Et elle avait pu tergiverser un peu avec ce choix, elle avait réussi à avoir un premier enfant, mais
dans cette séance-là, ce qui était apparu très clairement, c'est que prendre de l'homéopathie, même si c'est une médecine douce, c'était aller contre un choix qu'elle avait déjà pris par le passé. Et donc elle se coupait de sa mère. D'accord. D'où le vertige. D'accord. Le vertige, c'est souvent voilà, un problème de relation à la matrice d'où on vient. Et comment ça s'est fini? Je me souviens. Eh bien, ça s'est fini qu'elle n'avait plus de vertige en ayant pu mettre ça en lumière. Et je ne sais pas si elle a pu avoir un autre enfant, parce que je ne l'ai pas revu. Mais en tout cas, ton travail à toi, c'était... C'était le vertige. Sa question, c'était le vertige. D'accord. Voilà. Mais ça montrait une toute autre histoire, en fait, qui était derrière. Et j'ai pas essayé de, comme j'aurais pu faire à l'époque avec l'ostéopathie énergétique, de rééquilibrer ces organes liés à l'équilibre. La question était ailleurs. Bon, et le corps est très, voilà, le corps est très étonnant parce que l'écoute, ce que j'ai développé, c'est une écoute vraiment directe du corps qui permet d'aller dialoguer directement avec ça. Et c'est pas juste dire à ce symptôme veut dire ça. Alors, comment développons-nous une maladie? Tu es en train de nous donner un cas. C'est quoi ta vision de la maladie et comment le corps arrive à se rendre malade en fait? Pour pouvoir survivre et grandir, l'individu, dès tout petit, il est obligé de développer des stratégies. Et ça c'est dans le corps que ça se passe. C'est des choix qui s'inscrivent dans le corps, qui vont décider que je vais devoir faire des compromis. Par exemple, cette femme donne son énergie sexuelle à sa mère. Dans d'autres cas, c'est je vais donner ma force. Des fois, je vais donner ma dignité. La donner, ça veut dire que je vais soutenir l'autre dans des aspects qui ne sont pas développés chez lui. Parce qu'en faisant ça, je vais influer sur mon environnement. Par exemple, si j'ai des parents qui sont complètement barrés, peut-être que je vais leur donner de la tendresse. Et qu'en leur donnant de la tendresse, ils vont voir revenir et pouvoir m'envelopper. Donc je dévie mes forces. C'est-à-dire que d'un fonctionnement où tous mes archétypes, normalement, sont au service de mon centre et de mon alchimie, et aidés par l'environnement, je vais devoir dévier des aspects de ma physiologie, c'est-à-dire de l'activité de mon corps, vers l'extérieur. Et créer une toile, en fait, qui fonctionne, mais qui est quand même un peu... c'est un peu tendu. Donc être dans cette toile tendue, ça va un temps. Ça permet de grandir. Mais arrivé à un certain âge ou dans certains contextes, ça a des limites. Et le symptôme apparaît là. Et le symptôme, il apparaît là, quelque part, où c'est le moins dangereux pour le corps de le montrer. C'est-à-dire qu'il va dire... c'est un endroit en fait, où il ne dit pas c'est forcément là que j'ai un problème. Il dit c'est de là qu'il peut dire j'ai besoin d'aide. Donc le symptôme est un signal. C'est un appel quelque chose arrive. C'est un appel à être aidé à grandir. Ouais. Et finalement c'est le système. Et en réalité, si on regarde bien, c'est le système de défense lui-même qui lance cet appel. C'est-à-dire que souvent on a tendance à penser que nos personnalités sont des obstacles à notre croissance. En fait, c'est eux qui nous ont permis de grandir, c'est eux qui nous permettent de vivre. Et quand on va vraiment très près d'eux et qu'on les remercie vraiment, ils nous montrent de quoi ils ont besoin pour faire encore mieux. Et c'est eux en fait qui sont les émetteurs des signaux. Mais tant qu'il n'y a pas mieux, ils sont obligés de continuer. C'est-à-dire que si j'ai un TOC, si j'ai une compulsion, ou si j'ai besoin d'être fusionnel avec mon environnement, tant que j'ai pas trouvé mieux, j'arriverai jamais à me raisonner, je vais continuer à le faire. Et heureusement. Sinon il est possible que j'ai un gros problème. Parce que je vais me priver de nourriture, de choses vitales dont j'ai besoin. C'est pour ça que je disais c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'en fait quand on regarde vraiment de près le fonctionnement de la personne, il y a toujours, en réalité, la personne trouve toujours le moyen de s'apporter à elle ce qui est le plus vital, le plus proche de ce qu'il y a de plus lumineux en elle. De façon à le préserver, le mettre bien à l'abri, les autres s'en rendent même plus compte. Hein. Je suis fils de grands patrons, j'ai un don pour la musique. Dans cette famille-là, on considère que c'est pas du tout une attitude d'homme d'être doué pour la musique. Je vais faire en sorte que tout le monde oublie que je suis doué pour la musique. Mais si c'est un don vraiment important, au fond de moi, ça ne va pas s'oublier. Et la vie, mais ma vie et moi, je vais en fait, l'air de rien, m'emmener dans des situations où à un moment donné, tac, ça va être possible. Et peut-être que c'est ça aussi le sens du symptôme des fois. Ce symptôme à travers lui, je vais voir revivre ce que je n'ai pas pu vivre jusque-là. Et souvent le symptôme vient en fait comme un cadeau, parce qu'il intervient au bon moment. C'est pas juste le système qui est épuisé, c'est aussi que ça y est, c'est possible. Et le pire, c'est que dans la médecine traditionnelle, on va essayer de taire le symptôme. Complètement.
c'est la folie en C'est fait. de la folie pure. C'est de la folie pure. C'est comme si un pompier, il y a une sonnette d'alarme, il débranche les fils et il fait Il y a j'ai plus d'incendie. fait ton bon boulot là. Il n'y a plus d'incendie parce que je n'entends pas la sonnerie. C'est ça. C'est Ok, ça. on débranche un clignotant de la voiture et on débranche le clignotant. Voilà. Alors quand on est un peu dans le développement personnel, l'air de rien, on peut continuer un peu comme ça. C'est-à-dire que ça va sonner, alors on va sortir, comme un pompier, puis on va jeter un seau d'eau, on rentre, puis ça sonne encore. Et là on va prendre un médicament. C'est-à-dire qu'on va dire, on va pas aller jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire que cette idée que, bon, j'entends souvent, ça y est, là j'ai compris, j'ai résolu le problème, mais là maintenant c'est le corps qui... Là maintenant c'est Qui mon suit corps. pas. C'est mon corps qui suit pas, donc là ça y est, maintenant je prends de la chimie, voilà, ça va. Ok. Alors, je suis pas contre prendre le fait de la chimie, hein, quand on sait pas faire autrement, ça sauve des vies, quoi. Mais je vois, et même moi-même, hein, qu'on a tous cette attitude qui fait que quand j'ai un symptôme, c'est la barbe, quoi. On aimerait bien ne pas avoir de symptômes. Donc c'est un vrai Pour effort. toi, le symptôme, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est pas du Oui. tout. Oui, c'est cet appel qui dit quelque chose et qu'il y a besoin non seulement d'entendre, mais d'entendre tout ce qui montre qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il est l'invitation à un voyage alchimique. C'est un voyage où on va plonger derrière ça, pas seulement dans l'interprétation du sens du symptôme, mais dans tout ce qui se montre derrière comme personnage, comme mode d'interaction avec le monde, comme potentiel qui est préservé à l'intérieur, comme trésor qui est contenu, et comme moyen de le manifester maintenant dans le monde autrement. C'est forcément assez engageant. C'est-à-dire que quand on écoute vraiment jusqu'au bout, ça nous engage à changer, on va dire, de paradigme complètement. C'est pas juste un peu, c'est comme si notre corps se contentait pas d'un tout petit peu. Il faut y aller complètement. Et ça nous emmène dans un voyage qui relève de l'alchimie. Hein. C'est-à-dire que les étapes par lesquelles on va passer, j'ai parlé d'étapes de processus, en fait, sont très proches des étapes qu'on trouve dans les contes, qui sont des contes initiatiques. Ouais. Et quand je fais des séances, en fait, je raconte un conte, en fait. je raconte une histoire. Je raconte l'histoire du corps, qui en fait part d'un point qui est juste un appel, qui va jusqu'à une résolution, qui met en lumière de nouvelles ressources, qui sont de nouvelles façons de porter le trésor que nous avons à l'intérieur de nous. Waouh, c'est fascinant. On va faire une pause musicale, mais au retour, je voudrais que tu nous expliques en quoi repose la guérison et si toutes les maladies sont guérissables de ton point de vue. Alors, nous avons laissé une question en suspens et je vous dis qu'après Nicolas, nous avons Jacques Ferber qui est déjà là. Et on va continuer à parler de Tantra. Mais nous avons laissé une question, tu te rappelles de la question ou je te la répète? Oui, merci. Alors, il y a quand même un commentaire de Pierre qui écrit « J'appellerai l'homme dans son état de conscience quotidien l'animal intellectuel, donc inconscient ». Partagez-vous ce commentaire de Pierre, qui n'est pas une question? Oui. J'appellerai l'homme dans son état de conscience quotidien l'animal intellectuel, donc inconscient. Mais est-ce que l'animal est inconscient? L'animal intellectuel, donc c'est vrai que si on décortique, on peut discuter. Après, ça me rappelle une phrase de Yvonne Berge, qui est la femme qui a initié le plus mon épouse à la danse, donc une héritière d'Isadora Duncan, et qui disait il vaut mieux deux cons qui marchent qu'un intellectuel assis. Bon, ça veut dire qu'en effet, la dynamique créative ne vient pas de l'intellect. Et c'est sûrement pas la dynamique de guérison, parce que je crois que la question était sur la guérison, donc on va faire le point avec ça. C'est l'intellect, c'est quelque chose qui est archétypiellement contemplatif, c'est-à-dire qui reçoit la connaissance et qui n'a pas pour fonction de la trouver, mais de la recevoir. Et en la recevant, de lui donner de la place, et on pourrait dire que l'intellect accroche de nouvelles étoiles dans le ciel. C'est-à-dire qu'il ne fait que dire oui à ce qui a été créé de nouveau ici. Cette idée que ce qui est créé de neuf vient de là, pour moi, est extrêmement importante. C'est ce qui fait que le corps est au centre. Que le corps n'est pas là pour accomplir quelque chose qui aurait déjà été écrit auparavant. Que si on vient sur Terre, c'est bien parce qu'on a quelque chose à accomplir qui n'existait pas avant. Et quand on parle de don ou de mission de vie, je pense que souvent il y a une confusion. Pourtant, on nous rebat les oreilles en nous disant que tout est écrit.
en oubliant que nous avons la capacité de pouvoir modifier le cours. C'est-à-dire que... Et à propos de synchronicité, je viens de recevoir une image qui me dit « Vous pouvez réussir dans la vie sans être un connard, mais ce sera plus long. » Claude Carton se réveille. D'accord. Alors, plusieurs informations croisées. Oui. On était dans une question. Une question sur la guérison. Mais sur la guérison. Sur quoi repose la guérison et toutes les maladies sont-elles guérissables, de ton point de vue? Alors, il ne s'agit évidemment que de mon point de vue et de mes croyances que j'ai plaisir à avoir. J'aime à croire que toutes les maladies sont guérissables. J'aime à croire qu'il n'y a aucun symptôme ou aucune maladie qui ne puisse être guérie. Ça me paraît important comme parti pris. Et je trouve ça beaucoup plus, ça ouvre beaucoup plus de portes que d'enfermer certaines maladies dans le champ des maladies incurables. De toute façon, pour avoir lu un petit peu, je crois qu'il n'y a aucune des maladies dites incurables sur lesquelles il n'y ait pas au moins quelques cas attestés de guérison. Ouais. Mais ça me fait pour moi l'effet que c'est dans la nature profonde de l'être humain. L'être humain est fait pour grandir. L'être humain est fait, donc ça veut dire son corps n'est pas fait pour se dégrader en vieillissant, il est fait pour augmenter en vibration. Il est fait pour augmenter en état de santé. Et je pense que si on meurt, pourquoi pas ne pas mourir? Ça fait partie des choses que j'aime envisager comme possible, même si j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je pense que nous sommes faits pour mourir en pleine santé, au maximum de notre potentiel énergétique. Et à mon avis, beaucoup plus loin que nous le faisons maintenant. C'est pareil, je ne fais pas d'expérience. Quoique je dois quand même signaler que j'ai une grand-mère qui a 105 ans et qui a été opérée pour la première fois de sa vie il y a quelques mois et qui n'a jamais pris de médicaments de sa vie. Wow. Et qui a arrêté de fondre son bois à l'âge de 103. On était tous un peu tristes qu'elle arrête. Parce que, elle a arrêté de quoi? De fendre son bois. Elle fondait ses bûches pour se chauffer à l'âge de 103 ans. C'était son cadeau d'anniversaire pour ses 100 ans, c'était une hache. Donc, grand-mère, grâce à qui je pense que je suis là, c'est important. Et, donc la maladie, pour moi, en effet, c'est un signal, c'est juste un signal. Donc si c'est un signal que quelque chose dans notre croissance n'est plus possible, dans le mode de croissance qu'on a choisi, c'est-à-dire dans le mode de fonctionnement qu'on a choisi, qui est aussi un mode de protection, le signal nous dit juste j'ai besoin d'aide pour changer. Et si le chemin est trouvé, pour moi le symptôme doit disparaître. Parce qu'il n'est qu'un signal. Et je pense que notre corps est suffisamment bien fait pour que le signal s'arrête lorsque les causes profondes ne sont plus là. C'est-à-dire quand la dynamique créative revient. La question n'était pas du tout déconnectée en fait de celle qui était venue là, parce que c'est cette histoire de nouveauté. Je pense qu'en effet, on vient sur Terre faire quelque chose. Mais ce quelque chose, il n'est pas inscrit dans les étoiles en disant que tu dois faire ça et ci. J'ai plutôt la conscience qu'on arrive sur Terre avec un champ de potentiel qui peut nous permettre de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et ce quelque chose, il est d'abord pour nous, c'est d'abord un état d'être, et ensuite pour le cosmos qui nous environne. Et que finalement, nous n'avons de cesse au fond de nous, tant que nous sommes vivants, de chercher les moyens pour arriver à exprimer et à créer ce quelque chose qui n'existait pas avant. Et que ça se passe dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, le neuf vient du corps. Et c'est ça où... C'est une idée qui est déjà présente dans pas mal de traditions, qui dit qu'en fait, le germe de divinité en nous est dans le corps. Et qui va même jusqu'à dire qu'en fait, au tout début, peut-être dans des incarnations passées, mais au tout début, nous ne serions qu'un corps. Et que l'activité de ce corps, c'est justement, je disais, de produire de l'or. Et comme on dit, pour faire de l'or, il faut un peu d'or. Pour faire de la conscience, il faut un peu de conscience. Pour un enfant qui ne reçoit pas de conscience de ses parents, qui n'est pas enveloppé avec conscience, ça va être très difficile de produire de l'or. Parce qu'il n'a pas reçu la conscience, le germe de conscience qui va permettre d'activer son alchimie, qui va faire que lui-même va devenir un être de conscience, qui va pouvoir être responsable de lui-même, et qui va être au-delà de son corps. Et pour moi, la guérison est là, en fait. C'est-à-dire que le sens même de la guérison, c'est recevoir les ingrédients de conscience dont on a besoin pour que se réactive en nous cette dynamique de création qui fait que notre corps se remet à grandir, à produire de la conscience, être de plus en plus conscient. Ici, l'or, c'est la conscience. Tu as créé
la thérapie des 9 souffles. Oui. Et tu peux nous expliquer, parce que j'imagine que c'est un peu, tu viens de nous expliquer le principe de Oui. la thérapie. En filigrane, j'en ai parlé à différents moments. C'est une façon de poser les mains sur le corps, tu permets donc Bien vraiment, sûr. vraiment de poser les mains d'une façon qui n'est pas du tout invasive, qui cherche juste à écouter. Et en posant les mains, de poser des questions de façon très précise et d'écouter ce que le corps, comment le corps s'éclaire avec ça. Et d'entrer dans un dialogue très très direct avec l'alchimie du corps. C'est-à-dire, il y a des personnages qui sont reliés à différentes zones du corps, et suivant où je pose mes mains, je sais que je vais être en dialogue avec tel ou tel archétype, tel ou tel aspect de la personne, et que mon intuition va pouvoir entrer dans un dialogue qui va être direct. C'est-à-dire que derrière l'idée que je suis en dialogue avec l'archétype de la sensuelle, je peux voir par exemple une femme qui est farouche, je peux voir une femme qui est au contraire dans un déploiement. Je vais avoir des images qui vont en fait me permettre de mettre des mots sur ce qui se passe dedans. Et qui est un langage très proche du corps, c'est-à-dire c'est à la fois des sensations, des émotions, des images, des certitudes, mais qui vont suivre en fait un certain processus. Donc la thérapie des 9 souffles, c'est une façon de poser les mains sur le corps pour dialoguer avec lui, directement, pour mettre des mots sur ce qui se passe dedans. Et évidemment, mettre des mots qui vont réveiller l'alchimie. C'est-à-dire qui vont réveiller cette dynamique naturelle du corps qui est d'être en évolution. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter, cette thérapie des 9 souffles? Alors, la première chose que les gens me renvoient, et c'est quasi systématique, c'est que ça fait énormément de bien d'être entendu, sans avoir à se battre ou à chercher soi-même à expliquer. C'est-à-dire que de pouvoir sentir qu'en posant les mains sur soi, quelqu'un peut lire ce qui est là et puis se dire oui à tout ce qui est là, c'est énorme en fait. C'est énorme parce que c'est peut-être la chose la plus importante qui nous est manquée en tant qu'enfant. C'est qu'on soit entendu et qu'on n'ait pas à démontrer ce qu'on est. La thérapie des 9 souffles permet de toucher le corps et de dire oui à ce qui est là et que la personne se sente entendue. Et ça, pour moi, ça touche le sujet de la guérison. C'est-à-dire qu'en fait, de dire oui à tout ce qui est là libère un potentiel. Ça relâche une tension de fond, une tension fondamentale, qui fait que par ce oui, le corps va pouvoir redéployer son potentiel. Et donc emmener sur de nouveaux chemins. Donc potentiellement, la thérapie du souffle peut peut partir de n'importe quel symptôme, qu'il soit physique, psychologique ou relationnel, c'est pareil. C'est toujours une limite du fonctionnement du corps, c'est toujours un fonctionnement qui a envie d'être entendu, auquel on disait ok, d'accord, et t'es pas tout seul. Et au travers duquel des ressources vont naître, et auxquelles on va pouvoir dire oui, c'est bon, c'est bien, mais pas plus, on va pas faire. Et on va pas faire. On va pas dire à la personne, faut que tu crois un peu plus, faut que tu te battes, etc. C'est juste, c'est une sorte de creuset en fait. C'est très, très matriciel. Wow, je suis profondément touchée par cette interview parce que ça me parle. Je suis en connexion, je suis en résonance avec tout ce que tu dis. Je t'inviterai un autre jour pour qu'on continue à parler parce qu'à mon avis, on peut passer des heures à parler de sujets si passionnants. Alors, tu as écrit un livre et tu peux le montrer et nous parler un peu de ce livre. Le corps au cœur de l'homme. Donc en sous-titre, une vision globale de l'être humain en évolution. Donc qui, en effet, reprend ce qui a été exposé dans ce livre. C'est-à-dire, qu'est-ce que le corps, à quoi il sert, de quoi il a besoin, comment il se dévie, comment il sort de sa fonction de base alchimique, ou plutôt comment il s'en écarte. C'est un livre qui est sorti aux éditions Le Souffle d'Or, donc qui peut être commandé au Souffle d'Or ou auprès de n'importe quel libraire, et qui développe cette vision vraiment du corps comme lieu de notre alchimie et comme un espace qui a besoin précisément d'être entendu. Et pour moi, cette vision est très large parce qu'elle donne en effet une éclairage sur ce que sont les symptômes, sur ce qu'est la guérison, mais aussi sur ce qu'est notre société, en tant que corps interrelié, sur les besoins fondamentaux qui sont là et qui sont souvent, on est vraiment issu d'une culture du faire. Il faut toujours faire. Même quand on va pas bien, il faut encore faire, pour aller un peu mieux.
Ce livre, c'est une invitation vraiment à aller regarder dans tous les recoins, que ce soit dans notre corps ou dans notre vie ou dans la société, tous les endroits où on pourrait peut-être arrêter de faire. Parce que, en réalité, il y a une matrice en nous, il y a un corps qui a des ressources phénoménales. Et on passe tellement de temps à lui dire ce qu'il doit faire, en faisant des régimes, en lui faisant faire du sport, en lui l'emmenant au travail, en lui contraignant dans ses horaires de sommeil. En fait, on met tellement d'énergie à lui faire qu'il n'a pas tellement l'espace de nous montrer tout ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que sait faire le corps? Un, deux, trois mots. Que nous ne faisons pas. Fabriquer de l'or. Ah. Ok. C'est vrai. Alors, comment on peut te trouver, Nicolas? Est-ce que tu fais des consultations, des stages? Alors, depuis 1 an et encore pour 1 année, ma femme et moi sommes itinérants, donc à travers la France et à proximité. Donc, il y a un site internet qui s'appelle caravandes-des-neufs.fr. Caravane des Neufs, donc caravane CARAVANEDESNEUF.fr, 9 comme le chiffre 9, puisque nous portons le sel de notre caravane, c'est les 9 souffles, que nous portons en caravane. Et nous passons à différents endroits faire des stages, à chaque endroit où on passe, on fait des consultations, des conférences. Donc à Paris, tous les mois ou 2 mois, entre 1 et 3 mois, on passe régulièrement. Et après à d'autres endroits, donc prochainement à Bordeaux, ensuite à nouveau à Paris, après à Annecy, à Clermont-Ferrand, Montpellier, à nouveau Paris, voilà. Et puis après d'autres endroits encore, qui sont tous sur le site. Donc c'est le meilleur moyen de savoir par où on passe. C'est aussi possible de m'appeler, de me téléphoner pour prendre des consultations ou avoir des éclairages sur ce qui se fait. D'accord, mais tout est dans ton site? Tout est dans le site, oui. Ok, donc tu fais des consultations individuelles, des stages, des conférences, et autre chose, ou pour l'instant c'est ça? C'est essentiellement ça, et une formation. Donc la formation en thérapie des 9 souffles qui va démarrer au mois d'avril à Paris, qui vise à apprendre ce savoir-faire, de dialoguer avec le corps pour dire oui à l'alchimie qui est là. Merci Nicolas, je suis vraiment heureuse de t'avoir invité à cette émission. Ça continuera à un autre moment. Bien. Parce qu'il y a encore plein de questions à te poser. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup de ton accueil. C'était un plaisir. On va aller dans son poste